Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Après les règnes des Ramessides, on ne peut plus compter sur sa charrerie qui était pourtant jadis la plus puissante du monde antique. La charrerie, c'est évidemment ce qu'on appellerait aujourd'hui les tanks. Vous voyez, c'est les chars, bien sûr, avec des chevaux. Lorsque le roi Ézéchias, roi de Juda, cherche à se débarrasser du joug de la puissance d'Assyrie, il va s'allier à Taharka, un Éthiopien devenu roi d'Égypte. Mais en fait, il va s'en mordre les doigts quand Sennachérib va faire le siège de Jérusalem et se moquer du roi de Juda qui va se fier à un roseau brisé qui pénètre et perce la main de qui s'appuie sur lui. Je cite la Bible. Le prophète Isaïe rappelle que l'Égyptien n'est qu'un homme et que son aide est vaine. Il avertit donc le peuple hébreu qu'il doit se méfier de l'Égypte, qu'il décrit comme un pays de magie, de sorcellerie, de démons, où règnent les forces occultes, une terre d'adultère, une terre de débauche. Bref, si vous avez compris, la terre des pharaons dans la Bible fait figure de contrée haïe qui doit être châtiée pour s'être opposée à Dieu. Les Égyptiens sont décrits comme un peuple perverti, débauché, avec qui on ne peut pas vivre sans subir de souillures. Eh bien, ce comportement immoral est présenté comme étant inhérent à l'ethnie égyptienne, qui contraste évidemment avec la conduite jugée irréprochable, bien sûr, des Hébreux. Malgré tout, cette vision n'a absolument rien, vous vous en doutez, de réaliste. Elle est faite à partir de tous les clichés, de tous les préjugés qu'ont les auteurs de la Bible sur l'Égypte. C'est une totale réinvention littéraire qui pousse même jusqu'à la caricature. Pourtant, entre l'Ancien Empire et la Basse Époque, l'Égypte représente pour ses voisins le paradigme de la civilisation enracinée dans une culture millénaire. Et même dans les moments les plus difficiles, ces souverains savent comment redresser la barre, imposer un renouveau dans le maintien des anciennes valeurs. On l'a vu, j'ai fait presque 10 émissions sur l'histoire de l'Égypte. C'est une nation puissante qui inspire le respect, la crainte. Ses forces d'intervention, les chars, la charrerie stationnée aux frontières sous le commandement d'officiers qui sont bien formés, sont prêtes à se déployer le long du cordon littoral qui conduit vers la Palestine méridionale ou à mener l'offensive en remontant le cours de l'Oronte vers la Syrie. Quant à sa flotte, elle garde efficacement les bouches du Nil. L'Égypte est souvent mentionnée dans les textes bibliques, mythiques, prophétiques et poétiques. Ils en donnent une vision très ambivalente. La Genèse désigne l'Égypte sous le qualificatif de Misraïm, c'est-à-dire les deux pays. Certaines fois, on admire ce pays qui sait accueillir l'étranger, qui détient la connaissance. Le livre de Joseph en dresse d'ailleurs un portrait positif. Mais dans le livre de l'Exode, là, évidemment, l'Égypte devient une terre esclavagiste. La sortie d'Égypte est considérée comme un événement fondateur du peuple hébreu. Mais ces textes ont été écrits longtemps, très longtemps après les événements qui sont relatés. Le livre de l'Exode n'est évidemment pas une œuvre historique. J'ai déjà eu l'occasion de dire, la Bible n'est pas un livre historique, bien entendu. C'est une réécriture, si vous voulez, de l'histoire, un mythe fondateur qui sert de socle à une identité culturelle forte et fédératrice. Il oppose d'ailleurs deux mondes, l'Égypte, qui représente le mensonge, les ténèbres, le contre-modèle même d'Israël, et les Hébreux qui, eux, incarnent forcément la vérité et la lumière. Pourtant, aucun document égyptien ne mentionne cet événement, encore une fois. Quant au texte biblique, il ne donne pas le nom du pharaon impliqué. Il devient l'archétype, ce pharaon même, du pouvoir égyptien, et pourtant on n'a pas son nom. Alors Moïse pénètre en Égypte. Et pendant qu'il était au pays de Madian, le pharaon qui voulait le faire périr est mort. Un autre lui a succédé. Et tout le monde a oublié Moïse et le meurtre qu'il a commis. Là, on sort du film, évidemment, et de toute la littérature qu'on connaît. Il retourne donc sur sa terre natale, sans crainte. Il rencontre Aaron, lui révèle que Dieu lui est apparu, la mission donc qu'il lui a confiée, et ils s'en vont ensuite auprès des Hébreux, et devant eux, Moïse accomplit les mêmes prodiges que ceux que Dieu avait accomplis sur le mont Horeb ou le Sinaï. Stupéfaits, effarés, les Israélites croient en ses paroles et se prosternent. C'est maintenant l'heure de vérité pour Moïse et Aaron. Se rendre au palais
et parler avec le pharaon face à face pour le convaincre de laisser partir les Hébreux. Il demande au roi la permission de se rendre dans le désert pour offrir un sacrifice à leur Dieu. Mais le pharaon n'a aucunement, bien sûr, l'intention de se passer d'une main-d'œuvre aussi nombreuse et aussi malléable. Il refuse tout net et non seulement il ne rend pas la liberté aux esclaves, mais en plus il rend leurs conditions de vie encore plus insupportables. Se croyant bernés, les Hébreux s'en prennent donc violemment à Moïse et à Aaron, ces prétendus libérateurs envoyés par Yahvé. Yahvé, c'est Dieu. Là encore, j'y reviendrai dans l'émission sur l'invention de Dieu. Sous la pression du peuple et de Dieu, il retourne donc auprès de Pharaon pour une deuxième tentative. Quand je dis « il », c'est évidemment Moïse et Aaron, mais le monarque reste inflexible. Sur l'ordre de Yahvé, Aaron jette son bâton. Et en touchant la terre, vous avez vu le film, il se transforme en serpent, mais Pharaon donne l'ordre à ses magiciens à lui de faire la même chose pour prouver qu'ils sont aussi forts qu'Aaron. Leur bâton se transforme aussi en serpent, mais celui d'Aaron se jette sur eux et les engloutit en un rien de temps. Merci Cécile B2000 qui nous a montré ça. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.